On vous en parle depuis quelques jours maintenant. Elle nous fait le plaisir d'être dans nos studios ce matin. Perrine Goulet, députée de la première circonscription de la Nièvre. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Alors vous êtes la deuxième invitée, on va dire, depuis qu'on a repris le chemin des studios. Comme vous pouvez le constater, on respecte toutes les mesures de distanciation physique qui sont conseillées dans ces studios. On va faire le point avec vous. Déjà, on a eu la chance de vous avoir 2 fois durant cette période de confinement, quand on travaillait en visio via un studio déporté du côté de Pouglézo. C'était un peu compliqué pour nous de fonctionner comme ça, mais on a réussi à être là, être présent pour justement pouvoir informer la population de tout ce qui se passait en temps réel. Et donc, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour justement faire un point en ce mercredi 20 mai. Qu'en est-il justement de la situation? On va déjà parler au niveau local. Au niveau local, on peut plutôt se satisfaire du fait que, pour le moment, en tous les cas, avec le déconfinement, on n'a pas une augmentation significative des cas positifs. Les tests qui sont faits dans la majorité sont quand même négatifs et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après, on attend bien entendu tous la carte de lundi, où on espère tous être de couleur verte. Ce qui a de grandes chances d'être, puisque la tension hospitalière en Bourgogne-Franche-Comté diminue fortement. Mais il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à bien appliquer les gestes barrières. Et c'est pourquoi aujourd'hui ma voix est peut-être un peu déformée, parce que je porte un masque, ayant été dans une zone également assez contaminée qui est l'Île-de-France et l'Assemblée nationale. Pour protéger tout le monde, il faut aussi porter et respecter les gestes barrières. Alors justement, on va rappeler, parce que les gens n'ont pas forcément compris la différence entre le fait d'avoir une couleur verte attribuée à une couleur rouge. Quelles sont les différences principales? Alors, aujourd'hui, dans la période que nous sommes, il n'y a pas énormément de différence. C'est l'ouverture ou la fermeture des parcs et jardins. Donc les parcs et jardins sont interdits d'être ouverts dans les zones rouges. Et on n'a pas la réouverture des collèges. À partir, par contre, de la carte du 25 mai, on va avoir une deuxième phase qui est à partir du mois de juin. Et là, la couleur peut amener une différence significative dans la réouverture, notamment des bars, cafés et restaurants. Tout ce qui concerne l'hôtellerie et restauration. Oui. Voilà. Alors concernant les parcs et jardins, c'était un petit peu c'était un peu confus pour nous. Il y a quand même une partie qui était réservée au préfet, qui donnait des consignes, et même au maire d'ouvrir ou non, même en zone rouge. Alors c'est comme un petit peu quand il y a eu l'interdiction, l'obligation de fermeture des marchés. C'était les marchés sont fermés, sauf si le maire peut démontrer qu'il peut mettre en place un marché en toute sécurité et que le préfet l'autorisait à réouvrir. Eh bien là, c'est pareil. Les parcs et jardins sont fermés, sauf si le maire demande à ce qu'ils soient ouverts et a mis en place les mesures barrières nécessaires. Et dans ce cas-là, le préfet peut effectivement autoriser la réouverture. Donc c'est interdit, sauf si le préfet propose la réouverture sur demande des élus. Alors vous avez repris le chemin de l'Assemblée nationale, donc j'imagine qu'il y a pas mal de boulot en ce moment. Quels sont les projets de loi en cours justement, cette sortie de confinement? Alors, il y a toujours eu du boulot, puisque la crise du Covid a nécessité notamment de modifier les projets de loi de finances par 2 fois. Et là maintenant, on arrive dans les mesures post-Covid. Et donc la semaine dernière, effectivement, je faisais partie de la commission spéciale qui était à l'Assemblée nationale pour discuter des mesures post-Covid-19. Alors, le gouvernement nous avait proposé tout un tas d'ordonnances, 35, mais on n'a pas forcément accepté les 35 demandes d'ordonnance. Il faut savoir qu'une ordonnance, en fait, on délègue le pouvoir législatif qui est le nôtre à l'exécutif, et ils peuvent mettre ce qu'ils veulent après dans l'ordonnance. Bon. Donc, on n'a pas fait le choix de leur autoriser toutes les ordonnances. On leur a demandé de traduire en dur un certain nombre d'articles, ce qui a été le cas. Donc la semaine dernière, c'était un projet de loi très varié, que ce soit la sécurisation des fédérations sportives, le prolongement des travailleurs saisonniers européens pour aider l'agriculture, que ce soit également permettre aux personnes qui sont réfugiées ou en attente de statut d'avoir quand même des finances pour vivre. La prise en compte des minimums pour les droits, permettre qu'on prolonge leurs droits sans avoir une évaluation de leur situation pour laisser personne sur le côté du chemin. Tout un tas de mesures très intéressantes qui a nécessité d'être assemblées toute la semaine dernière. En tout cas, les nouvelles sont plutôt bonnes, mais ce qu'on sait, c'est qu'à 15 jours quasiment de cette sortie de confinement, ce qu'on vit aujourd'hui comme situation, on parlait des places justement en réanimation par exemple, on est en train de faire le bilan des derniers jours de confinement quelque part. Alors,
il faut savoir que jusqu'à présent, on a toujours dit que c'était 14 jours. Quand on discute un petit peu avec les soignants, on se rend compte qu'ils sont contaminés entre 4 et 10 jours plutôt. Donc là, effectivement, on va rentrer à partir d'aujourd'hui, demain, dans le dur de savoir exactement ce que ça a donné au niveau du déconfinement. Mais où je suis à peu près rassurée, c'est que quand je regarde, je me suis un petit peu, comme tout le monde, je suis retournée faire mes courses ou ce genre de choses. J'ai l'impression que les gens respectent quand même assez bien dans notre territoire les mesures barrières. Donc j'ai quand même bon espoir qu'on n'ait pas de rechute très importante dans notre territoire. On va faire une petite pause musicale, Olivier, juste après. Pause musicale, évidemment, avec publicité avant, et puis Jeu d'Assin dans les yeux d'Émilie dans quelques instants. La musique revient sur Nevers FM, juste après ça. Un petit coucou du côté du stade du Pré-Fleury avec cette chanson Les yeux d'Émilie. Alors nous, c'est pas dans les yeux d'Émilie, c'est dans les yeux de Perrine Goulet, justement. On rappelle qu'il est masqué parce qu'elle revient justement d'une semaine, c'est ça, justement, oui. dans la capitale, à l'Assemblée nationale. Justement, voilà. Et on va rappeler, Madame la députée, que vous étiez parmi les députés qui s'étaient abstenus lors du vote du projet de déconfinement. Rappelez peut-être aux auditeurs pourquoi vous étiez abstenus à ce moment-là. Alors, de mémoire, le 28 avril dernier. Ouais, je n'ai plus la date, mais oui, je me suis abstenue sur la partie déconfinement parce que j'estimais qu'en fait, il y avait des difficultés, que le plan, on redonnait toute la responsabilité aux élus locaux, les maires notamment, et qu'on risquait d'avoir effectivement une France à plusieurs vitesses. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que notamment moi, par exemple, sur la commune de Marzy, l'école ne reprendra pas avant le 2 juin, alors que par exemple à Nevers, l'école a repris. Donc on a une différence entre les enfants qui est pour moi pas normale. Et puis, toujours par exemple à moi à Marzy, il n'y a pas de distribution de masques, alors que dans d'autres communes, il y a des distributions de masques qui vont être remboursées à 50% par l'État. Donc on voit bien qu'on a là une France à plusieurs niveaux. Et moi, je trouve ça pas correct. Pour moi, l'égalité devant cette crise aurait dû être la même partout. Et donc c'est pour ça que je m'étais abstenue. Pas sur le reste des mesures, mais sur le fait que, en donnant tout aux élus locaux, on rompait l'égalité pour les enfants et pour les citoyens. Oui, c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur, justement, l'enfance. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, effectivement, quand on voit les difficultés en protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance, qui est une politique décentralisée, donc à la main des départements, et quand on voit ce qui s'est passé d'un département à l'autre sur cette politique-là pendant le confinement, c'est pareil, une égalité très importante. Il y a des départements là qui ont renvoyé les enfants de l'aide sociale à l'enfance à l'école, et il y en a d'autres qui ne les renvoient pas, alors que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'aller à l'école, peut-être plus que les autres, pour retrouver une vie sociale, et puis parce que c'est pas toujours simple en collectivité tout le temps avec les mêmes. Donc voilà, je trouve qu'on est par ces politiques décentralisées. Je comprends que les élus qui se battent pour la décentralisation disent oui, mais on prend mieux les décisions au plus près du terrain. Oui, mais c'est aussi générateur d'inégalités fortes. Et je pense que sur certaines politiques comme la santé, la protection de l'enfance, ça devrait être des politiques égalitaires et pilotées par le national. Alors justement, comment ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale? Comment vous travaillez concrètement là? Donc on a encore la plupart des commissions et du travail qui se fait à distance via les audios ou les visioconférences. Mais quand on est retenu pour aller travailler sur un texte, comme ce fut mon cas la semaine dernière, on reprend le chemin classiquement des bords de l'Assemblée nationale. Le travail en commission, la seule chose qui a changé, c'est qu'on est moins nombreux. On n'est que la moitié de ce qui est autorisé en temps normal, et on a une obligation de porter le masque parce que les distances sont quand même d'1 mètre, mais pas plus. Donc il faut quand même prendre toutes les précautions. Mais le travail est le même. On fait les amendements, on discute avec les ministres. Et après, dans l'hémicycle, c'est la même chose, sauf qu'on est moins nombreux. On peut défendre nos amendements, on peut à nouveau revoter en son âme et conscience. Donc c'est plutôt la même chose, mais en plus vide. Parce que nos collaborateurs, par exemple, les miens en tous les cas, sont tous en télétravail, donc ils ne sont pas avec moi quand je vais à Paris. Et puis la plupart de mes collègues, c'est ainsi. La plupart des administrateurs ne sont pas là non plus. Et puis on n'a plus de service de restauration. Voilà, c'est très vide.
Ça fait très bizarre, mais en tout cas, c'est bien quand même que les députés puissent remonter et défendre leurs propres convictions au sein de l'Assemblée nationale. Alors on en parlait en off, justement, on a l'impression, nous ici, en tout cas en ce qui concerne Nevers et l'agglomération, pour y vivre tout simplement, que toutes ces mesures préconisées sont respectées. Qu'en est-il à Paris? Quel est votre ressenti là-dessus, vous qui revenez de la capitale? Est-ce que vous avez eu vent, je ne sais pas, de certains abus peut-être, de certains excès? Alors je ne sais pas si on peut parler d'excès, mais en tout cas, effectivement... là où on dit qu'il ne faut pas se rejoindre à plusieurs, à côté de l'Assemblée nationale, il y a l'esplanade des Invalides. On voit bien que sur l'herbe, ils sont en nombre important, en groupe, etc., pas avec les masques. Donc voilà, je ne serais pas étonné que l'Île-de-France reste en rouge la semaine prochaine. Alors, moi j'avais une petite question. On entend beaucoup parler de cette fameuse deuxième vague de Covid. On a beaucoup de politiques qui en ont peur et on a beaucoup de professeurs, que ce soit le professeur Raoult ou j'écoutais encore le professeur Gérard Guillaume qui dit que ce n'est quasiment pas possible, que ça n'existe pas, que c'est une courbe en cloche, qu'il y aura forcément des petits soubresauts, mais qu'on n'aurait pas de deuxième vague. Qu'est-ce que, par exemple, vous en pensez, même si je sais très bien que vous n'êtes pas professeur, mais vous avez peut-être des... Moi, c'est difficile, effectivement. Je ne suis pas du tout un personnel médical. Pourquoi on en arrive à confiner? On savait que les cas allaient continuer, mais il fallait les diminuer pour que la tension sur les lits hospitaliers ne soit pas à un point que les soignants ne pourraient pas faire face. Mais aujourd'hui, on sait qu'il va falloir vivre avec le coronavirus. Mais contrairement à la vie d'avant, on met en place les gestes barrières, les masques, le lavage des mains et le respect des distances. Donc, normalement, on devrait continuer à avoir des cas, oui, mais pas une vague comme on a pu connaître au début, puisqu'à cette époque-là, on ne connaissait pas forcément l'impact du coronavirus, puisque les Chinois n'avaient pas forcément dit la vérité sur cette maladie-là. On a longtemps cru que c'était une grippe, entre guillemets. Et donc on n'a pas pris les précautions au démarrage et on le voit très bien avec entre guillemets ce qui a facilité la propagation, c'est le rassemblement évangélique dans l'Est, où là ça en a disséminé dans tous les territoires, mais parce qu'il n'y avait pas eu les précautions mises. Maintenant il y a les précautions, on sait qu'il y en aura toujours, mais pour moi effectivement on n'est pas dans à mon avis, mais c'est que mon avis d'aujourd'hui, si tout le monde respecte bien les gestes barrières, on n'aura pas la deuxième vague, mais il faut respecter les gestes barrières. Alors, il y a un sujet qui est très chaud en ce moment. On parle beaucoup de la revalorisation des salaires du personnel soignant. C'est un sujet, je suppose, d'actualité du côté de l'Assemblée nationale. Alors, il n'est pas forcément que d'actualité, puisque il était déjà auparavant, même si on avait du mal à se faire entendre par le gouvernement. Parce que souvent, on se dit, comme je suis de la majorité, je partage tout ce que fait le gouvernement. Mais pas du tout. Et ça fait quand même quelques mois qu'on essaie de pousser en disant... on n'arrive pas, et on le voit très bien notamment dans nos territoires, on n'arrive pas à avoir des médecins, on n'arrive pas à avoir des infirmières parce que les rémunérations, contrairement à ce qu'elles peuvent avoir dans le privé, ne sont pas intéressantes. Et pourquoi ils viendraient dans l'hôpital public? Donc il faut vraiment, pour retenir nos talents, qu'on ait une rémunération à la hauteur de ce qui se fait à l'extérieur pour que ces métiers redeviennent attractifs. Donc, il y a surtout une très très grande différence entre le salaire d'un personnel soignant en France et dans les autres pays de l'Union européenne. C'est impressionnant. Oui, ça j'entends. Mais aujourd'hui, un infirmier formé sur notre territoire, il ne va pas aller forcément en Europe soigner. Par contre, il va regarder, est-ce qu'il n'a pas intérêt d'aller dans une clinique privée? Est-ce qu'il n'a pas intérêt, par exemple, pour une infirmière de se mettre en libéral? Donc c'est pour ça que moi, je préfère regarder le franco-français. Et là, déjà, il y a énormément de différences. Donc c'est effectivement, il y a tout un travail. Je suis ravie que le président ait dit qu'il allait relancer un chantier sur les rémunérations, mais on sera vigilant que ce ne soit pas 100 € d'augmentation. Que ce soit pas 100 €, et puis ça a peut-être été un peu une maladresse, cette histoire de médaille aussi au personnel soignant. Les gens l'ont un peu mal pris. On n'a pas du tout été concerté. Donc après, j'entends les deux. J'entends le président qui a envie de valoriser effectivement les gens qui sont particulièrement investis. Mais je comprends également ce que disent les soignants en disant mais on se fout de nous, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Je pense que c'était pas à mal faire et c'était pas les médailles et rien d'autre. C'est les médailles plus une rémunération complémentaire là de prime plus un réel travail sur l'hôpital dans les mois à venir. Mais je comprends que ça ait pu choquer. Un personnel usé, fatigué, donc qui a besoin aussi de repos pour pouvoir faire face à nouveau. On ne sait jamais, on en parlait pourquoi. Oui. Peut-être qu'une deuxième vague pourrait arriver, on ne sait pas. Les gens ne sont pas infatigables, quoi. Alors, vague, peut-être, mais quelle hauteur? Est-ce que c'est une vaguelette ou est-ce que c'est un tsunami? Un tsunami. Ouais, à surveiller. C'est la grosse différence. À surveiller, c'est important. 9h32, la musique avec Yannick Noah. Viens.
Elle est avec nous jusqu'à 10h encore, donc matinale spéciale. Perrine Goulet, députée de la première circonscription de la Nièvre. On va s'intéresser un petit peu au sujet des écoles. Qu'en est-il justement si vous avez eu des échos depuis la réouverture de certains établissements ? Alors, une grande majorité des établissements dans notre territoire pour les maternelles et primaires ont réouvert, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les maires se sont mobilisés pour permettre cette réouverture. Et ce qui est surtout très important, c'est qu'on a plus de 85% des enseignants qui ont repris le chemin de l'école. Et en fait, les autres, c'est soit pour des problèmes de maladie, mais on n'a pas grand monde qui a fait valoir un droit de retrait ou autre chose. Donc, vraiment, un grand merci à tous ces enseignants qui ont repris le chemin de l'école. Seul manque un peu les élèves. Les parents sont peut-être encore un peu réticents à envoyer les élèves à l'école. Hier, je me suis rendue avec la rectrice académique, Madame Ladazen et Monsieur le maire de Nevers dans une école pour voir comment ça se passait. Ça se passe bien. Ils peuvent accueillir par moitié d'effectifs environ les élèves. Donc, je pense qu'il est important que les élèves retournent à l'école. Alors après, quand il y aura beaucoup de monde, il faudra peut-être faire un roulement, hein, ça c'est pas impossible. Mais en tout cas, que les parents n'aient pas forcément peur de renvoyer les enfants à l'école, notamment dans les quartiers un petit peu plus défavorisés, comme les quartiers politiques de la ville, où il est très important pour ces enfants, notamment les classes de CP, où on était dans un apprentissage de la lecture, qu'ils puissent bien au moins retourner voir une fois ou deux ou plusieurs semaines la maîtresse ou le maître, pour vérifier où ils en sont des apprentissages, pour éviter d'être envoyés en CE1 sans avoir les bases de lecture. Donc pour moi, il est très important, effectivement, que les parents reprennent contact avec les enseignants pour voir comment ils peuvent renvoyer leur enfant à l'école. À subir un trop long décrochage scolaire. Non, mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les enfants vont passer dans la classe supérieure, mais certains auront des lacunes et d'autres pas. Et il faut qu'on puisse évaluer ceux qui auront des lacunes pour, par exemple, les envoyer cet été dans les vacances apprenantes qui sont en train d'être montées par le ministère et par les élus des territoires. Parce que ce qui est plutôt important à se rappeler, c'est que dans ces petites classes, ça se joue l'avenir, en fait. S'ils n'ont pas les bases des petites classes, ils vont peiner dans tout le reste de leur scolarité. Donc vraiment, CP... très important, CE1 également, et puis le CM2 pour anticiper la 6e aussi. Mais bien entendu, aucune école ne refusera un enfant d'un autre niveau. Ah, Thiago. Mais l'avantage, je pense que si on doit trouver quelques points positifs par rapport au Covid, c'est peut-être justement sur l'éducation, où on s'est rendu compte peut-être qu'on n'apprenait pas bien aux enfants à bien se laver les mains. Moi, personnellement, je ne me rappelle pas à l'école qu'on m'ait vraiment bien appris à me laver les mains. Il y a des gens, malheureusement, à la maison, où on n'arrive pas à leur expliquer. L'école sert aussi à ça. Et on s'est rendu compte aussi, peut-être que dans certaines écoles, on avait des manques par rapport à des savons ou à des choses... c'est ce que j'ai entendu beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup à la télé ou même écouté à la radio qu'il y avait des écoles qui n'étaient pas prêtes. Et ça a peut-être aussi mis le point là où ça faisait le doigt là où ça faisait un peu mal. À côté, on avait des professeurs qui faisaient des travaux titanesques. Mais on s'est peut-être rendu compte que sur le terrain, il y avait malheureusement quelques petits manques et qu'on va corriger tout ça. Alors, effectivement, tout ce qui est la partie hygiène, je me rappelle d'un petit reportage quelques semaines avant le Covid où on disait que les Français n'étaient pas très... C'est leur sale réputation à l'étranger d'ailleurs, hein. On le précise, on est vraiment considérés comme des cochons, entre guillemets. Hein. Normalement, le lavage des mains, on doit le pratiquer après être allé aux toilettes, donc normalement, effectivement, on devrait en tout temps, que ce soit à la maison ou à l'école, avoir le savon qui va bien, etc. Mais... trop souvent, effectivement, les sanitaires dans les toilettes ne sont pas forcément très propres. Et moi, plusieurs fois, qui ai 3 enfants, j'ai eu des enfants qui se sont retenus toute la journée à l'école parce que pas de savon, parce que les toilettes pas bien lavées. Donc, si on peut arriver à résoudre ça grâce au Covid et travailler pour l'avenir dans une meilleure hygiène, ça peut être qu'une plus-value. Que positif, c'est ce que nous expliquait d'ailleurs lundi notre invité Jérôme Moreau, le directeur de l'APF d'Infi, qui nous disait qu'avec ces mesures barrières et avec ce nettoyage des mains, on a évité de nombreuses autres maladies qui sont d'habitude présentes en fait. On a baissé... largement. Et oui, c'est parce plutôt que bon signe. Le lavage des mains, c'est pas que quand le Covid, c'est pour tout le temps. L'éducation de base commence à la maison. C'est ça, c'est ce que je disais à l'instant. Donc on va rappeler, on disait, les chiffres sont plutôt largement positifs en ce moment. Ce sont des chiffres issus de la fin de période de confinement. On va rappeler quand même l'importance toujours de ces gestes barrières. Alors, rappelons que le masque, surtout les masques dits grand public en tissu, protègent des projections, mais pas forcément des réceptions de particules. Donc il est très important
de ne pas penser que le masque protège de tout. Il faut bien respecter la distance d'1 mètre, voire 1,50 m quand on discute avec quelqu'un. C'est tout à fait faisable d'avoir une discussion comme nous avons là. Nous sommes chacun à 1 mètre et dans la vie, c'est tout à fait possible. Le lavage des mains, ça c'est également une obligation. Et puis bien faire attention dans sa vie de tous les jours à pas tout laisser traîner et arrêter de se gratter 15 fois le visage quand on a mis nos mains partout. Il faut se renettoyer les mains régulièrement. Parce qu'on sait que de toute façon on est parti pour plusieurs mois avec le respect forcément de toutes ces mesures. Mais c'est plutôt... Alors, à part le masque, si on peut à un moment s'en séparer, ça peut être intéressant, mais prendre l'habitude de se laver les mains, de respecter une certaine distance, ça peut être aussi intéressant lors des épidémies de grippe, qui font chaque année énormément beaucoup de morts, et puis les épidémies de gastro-entérite, qui souvent font partir les plus fragiles. Donc, si on peut arriver, grâce à ça, à en garder du positif pour éviter, effectivement, vous l'avez très justement dit, d'augmenter les autres maladies, ça peut être intéressant. Donc moi j'ai bon espoir qu'après les Français gardent ces bonnes habitudes et que peut-être on aura moins de morts après sur les autres maladies. Ça peut être aussi important parce que le coronavirus, à un moment on en sortira. Et la grippe, elle est là tous les ans. Alors on disait tout à l'heure, on apprendra lundi prochain la couleur définitive, on va dire, pour le département de la Nièvre. Il y a une nombreuse aide apportée au niveau des entreprises de la part du gouvernement, mais ce qui inquiète fortement ici les élus locaux, c'est également le côté tourisme, oui. Du fait qu'on reste en vert ou qu'on passe en vert, pardon, qu'on reste en rouge. Tout à fait. Alors le tourisme, nous à l'interne, politiquement en tous les cas, on s'est tout de suite mobilisé en faisant un groupe sur le tourisme. On a fait certaines propositions à Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre en charge du tourisme, et on a pu aboutir sur un certain nombre de points, notamment, alors pas dans notre territoire, mais dans les autres territoires, s'ils peuvent rouvrir les plages, c'est parce qu'on a pas mal insisté en montrant que les gens avaient besoin d'espace. Et que il n'y avait pas forcément une foule qui allait poser sa serviette sur les plages, mais plutôt retrouver la mer, etc. Donc je pense qu'il faut que nous aussi on fasse pareil. Je pense qu'on aura besoin que le lac des Sétons puisse réouvrir. On aura besoin que pas mal de choses, et notamment les gîtes, les restaurants soient réouverts. Et la couleur verte est importante. Mais j'entends, on dit oui, c'est pas normal, on est en vert, on devrait être en vert alors qu'on est en rouge. Sauf qu'aujourd'hui, on appartient à un écosystème. Et l'écosystème du département de la Nièvre, médical, dépend de l'écosystème médical de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc du CHU de Dijon. Pas que du CHU de Dijon. En fait, il faut savoir que le nombre de lits de réanimation est évalué au niveau Bourgogne-Franche-Comté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a accueilli des patients de Dijon chez nous à Nevers. Bon. Donc effectivement, pour le moment, on n'a pas été beaucoup touchés dans la Nièvre. Mais demain, on ne sait pas si demain la pandémie venait à avoir un cluster chez nous et qu'on ait besoin de 50 lits de réanimation, Nevers tout seul ne pourrait pas l'avoir. Même en augmentant leur capacité, on était à environ 25 lits. On ne pourrait pas accueillir tout le monde. Et en plus, les soignants ne seraient pas en capacité de prendre en charge comme il faut. Donc on serait bien content à ce moment-là qu'on puisse envoyer nos patients vers les hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté où il y aurait peut-être moins de patients. Donc j'entends qu'on ne soit pas forcément content d'être en rouge, mais n'oublions pas que si on est en rouge, c'est pour de la tension hospitalière, et il faut penser aux soignants aussi qui tous les jours risquent leur vie pour soigner les personnes qui sont en réanimation, et je pense que c'est avant tout pour elles aussi qu'on fait ça. Donc oui, c'est compliqué aujourd'hui. Moi j'ai bon espoir avec ce qui se passe, les chiffres qu'on a tous les jours de l'ARS, la tension baisse en Bourgogne-Franche-Comté, donc on a bon espoir, sauf pic d'ici lundi, parce que comme vous dites, on arrive dans le post-déconfinement, mais si on reste sur la trajectoire actuelle des quelques derniers jours, on devrait être en vert. Mais si on ne l'est pas, c'est parce que notre capacité hospitalière nécessite qu'on reste en rouge. Il faut penser aussi aux soignants qui tous les jours risquent leur vie auprès de ces patients-là et qui ont besoin aussi d'avoir une interaction avec les autres territoires. Et puis n'oublions pas que du coup la Nièvre pour les soignants sera reconnu en territoire rouge pour les primes aux soignants. Donc il faudra d'une façon ou d'une autre renforcer un petit peu nos capacités d'accueil dans les hôpitaux nivernais. Alors aujourd'hui, la capacité a toujours été... Ils n'ont jamais eu besoin de l'augmenter dans le territoire, puisqu'il y a une phase avec les lits qui étaient déjà présents et une phase qu'ils avaient réfléchi pour augmenter les capacités en ayant un deuxième service entre guillemets de réanimation. On n'a pas eu besoin d'activer réellement ce deuxième service de réanimation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut qu'il y ait une réflexion, mais c'est pas... Je pense que ce qui est important à dire, c'est
c'est pas forcément nous qui avons besoin aujourd'hui d'une augmentation du nombre de lits de réa dans la Nièvre. On fait partie d'un écosystème. De toute façon, dans la maladie Covid qu'on est en train de vivre, on ne pouvait pas aller voir notre proche. Donc, qu'il soit hospitalisé à Nevers ou qu'il soit hospitalisé à Dijon, ça ne change rien. L'essentiel, c'est qu'il soit bien pris en charge. Je pense que c'est surtout ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas entasser les gens dans un hôpital. Il faut les répartir pour que la charge soit répartie. Donc, je comprends que ça puisse embêter certaines personnes, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est de donner les bons soins à la personne malade et pas faire craquer le personnel soignant. Et c'est tout l'objectif de ce qui s'est fait jusqu'à présent en Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, c'est surtout ça, pas faire craquer le personnel soignant. On rappelle qu'il a besoin également de repos. Il était sur le qui-vive durant de nombreuses semaines. D'ailleurs, moi j'ai vu personnellement à titre personnel, c'est le cas de le dire, un reportage sur tous ces étudiants en médecine qui sont allés également donner un coup de main et alors qui ont reçu des feuilles de paye dérisoires à moins d'1 euro de l'heure. Ça m'a choqué. Ce qui a été compliqué effectivement, c'est que les étudiants, comme ils sont étudiants, dépendent des régions. Et donc, chaque région un peu fixe ses tarifs. Donc, on a eu des régions qui ont revalorisé de manière importante les étudiants pour les inciter à venir et d'autres régions qui n'ont pas joué le jeu. Et c'est là où on revient dans ce que je disais tout à l'heure. Je suis désolée, mais il y a des thématiques, ça ne devrait pas être décentralisé, ça devrait être national. Ça devrait être national. Ok, on a bien compris. On fait une petite pause musicale et puis on se retrouvera juste après pour conclure justement. Calogero avec 1987, un petit voyage. 9h52, bienvenue sur Nevers FM si vous venez de nous rejoindre. Et puis nous sommes heureux de vous avoir. Le temps est favorable, tout va bien. Et nous allons continuer donc et finir cette heure d'ailleurs, puisque nous avons toujours donc Perrine Goulet qui est avec nous. Et puis Christophe qui vient de nous rejoindre aussi autour de cette table. Pierre. Oui, et on parlait justement en off de télétravail, de l'importance de ce télétravail qui est d'ailleurs conseillé de maintenir pour ceux qui le peuvent, d'éviter de retourner au bureau ou sur le terrain. Il va y avoir un changement des mentalités aussi là-dessus. Alors, moi, je l'espère grandement. Moi, j'avais déjà connu le télétravail dans un précédent poste quand j'étais à la centrale nucléaire à Belleville, puisque j'avais 2 jours en télétravail sur l'un de mes postes. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense qu'on a pu démontrer aussi à tous les métropolitains qui sont venus juste avant le confinement dans nos territoires qu'ils pouvaient avoir peut-être une autre vie que la métropole, en pouvant travailler de chez nous et en offrant un cadre de vie différent à leurs enfants, par exemple. Et puis, je pense qu'il y a aussi les patrons qui se sont rendus compte que le télétravail ne rimait pas forcément avec des salariés qui ne font rien et que justement, peut-être, ils arrivent à travailler un peu plus. Alors, sauf télétravail, oui, mais alors pas quand on a les enfants en école à faire en même temps. Parce que pour l'avoir pratiqué, c'est quand même, et le pratiquer encore, c'est quand même pas très simple de travailler en faisant faire les devoirs à côté. Mais je pense qu'effectivement, une fois que tous les enfants sont retournés à l'école, le télétravail peut être le futur du travail pour éviter les déplacements, pour donc sur la partie écologique, mais aussi sur la partie performance au travail et puis qualité de vie. Je pense qu'on a tous à y gagner et je pense que des négociations vont se mettre en place de manière importante sur le télétravail, même si on avait déjà ouvert pas mal la porte sur le télétravail. Là, on pourrait finir d'enfoncer la porte. Donc c'est bon pour la Nièvre. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on communique ainsi auprès des métropolitains en leur disant venez chez nous, vous pouvez travailler que ce soit toute la semaine ou qu'une partie de la semaine. Et peut-être inverser, au lieu que ce soit la résidence secondaire dans la Nièvre, la résidence principale dans la Nièvre, une résidence secondaire dans les métropoles. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont aperçus durant cette période de confinement qu'enseignant, c'était un vrai métier en fait. C'est pas facile de faire la classe chaque jour à ses enfants, quel que soit le niveau. Je pense que beaucoup se sont rendus compte que c'était peut-être pas l'enseignant qui avait un problème, mais plutôt la difficulté de leur enfant. Non, c'est loin d'être simple. Et moi encore, j'ai de la chance d'avoir un enfant qui fonctionne assez bien, donc les devoirs se font assez vite. Mais il a des petits copains, pour en avoir discuté avec les mamans, où c'est un peu plus compliqué. Et là où le mien passe 1h30 à 2h sur les devoirs, on a des parents, c'est 3 à 4 heures. Et 3 à 4 heures pour des parents, c'est quand même pas bien simple. Surtout que les enfants n'ont pas tout à fait le même comportement avec les instituts qu'avec leurs parents. Donc ça crée quand même pas mal de tensions. Et ça a un coût. Ça a un coût parce qu'il faut de l'informatique, il faut un ordinateur à la maison, il faut une imprimante. Ça coûte cher de faire l'école à la maison. Oui, même si pas mal d'écoles, quand les parents n'avaient pas forcément la capacité d'imprimer eux-mêmes et les parents passaient chercher,
Mais effectivement, ça a un coût. Et puis, ça a surtout un coût social pour les enfants. Et c'est pour ça qu'il faut que ça cesse. Les enfants ont besoin de retrouver une vie sociale bien à eux avec leurs copains. Hier, quand on a visité l'école, on leur a demandé... ils étaient tous ravis d'être à l'école, mais il manquait quelques copains. Oui, puis on pense surtout aux parents qui sont en capacité de faire cet enseignement. Il y en a d'autres, par exemple, des étrangers installés récemment ou autres, qui sont incapables de donner les cours de base. Même on parlait de l'importance du CP, par exemple, à leurs enfants. Donc là, on arrive à un décrochage, sinon, qui est énorme, qui peut gâcher une vie presque. Si on... Ah non, mais complètement. Et donc effectivement, il y a les enfants qui sont issus de familles qui viennent de l'immigration, mais également aussi... des familles qui n'ont pas forcément été bien accompagnées eux-mêmes dans leur scolarité, qui ne sont pas en capacité d'aider leurs propres enfants dans leur scolarité. C'est pour ça qu'on avait mis notamment au collège le dispositif Devoir fait pour que tous les enfants puissent avoir l'aide dont ils avaient besoin. Et là, donc les collèges ne sont pas réouverts pour le moment dans le territoire. Et à l'école, eh bien, c'est pas forcément les enfants qui en ont le plus besoin qui sont revenus à l'école. En 30 secondes ou une minute, des projets d'école cet été, juillet, août, enfin des classes supplémentaires. Qu'est-ce que pensent les étudiants, les enseignants, parce que ça va leur faire du travail en plus, mais ça serait bien que les retardataires puissent aller un petit peu à l'école en classe de vacances, quoi. Alors, plusieurs dispositifs. Effectivement, une reprise anticipée d'une semaine comme ça puisse faire déjà quelques années auparavant, où les professeurs recevraient en classe les enfants une semaine avant la reprise au mois de septembre. Mais aussi le dispositif vacances apprenantes, qui serait des colonies de vacances tournées sur l'école. Alors, on en a discuté rapidement hier avec la rectrice et la DAZEN. Il y a encore les choses à mettre en place, notamment à savoir comment on emmène des heures d'enseignants dans ces colonies-là, parce que un jeune qui a le BAFA, même s'il fait des études, il n'a pas la méthode pédagogique qu'ont les enseignants pour pouvoir amener l'enfant à progresser et à comprendre. Donc il y a tout ça qui est encore à caler. On a un petit mois pour les caler, mais effectivement, le gouvernement a une forte volonté que cette année, les colonies soient tournées vers l'école. Et puis j'entendais hier le maire de Nevers qui disait avoir une réflexion également sur ces centres aérés pour pouvoir effectivement délivrer de l'enseignement pédagogique. Sans oublier également qu'il faudra mettre un dispositif en dehors de tout ça, parce que notamment dans nos quartiers poétiques de la ville, à Nevers ou à Cosne-sur-Loire, d'habitude beaucoup des personnes qui partent dans leur famille, souvent à l'étranger. Là, ils ne pourront pas, donc resteront ici. Il faudra qu'on mette en place ces dispositifs pour accompagner ces familles qui resteront ici dans ces territoires et accompagner les enfants qui n'iront pas forcément en centre aéré, mais c'est là où on va avoir tous les besoins d'éducateurs de rue, tous les dispositifs type interstice et tout ça qui se mettent en face pour pouvoir accompagner ces enfants. Mais tout est à construire entre ce monde social et le monde de l'éducation nationale. On a bien compris, de toute façon, on partira en vacances. Si on le peut, on restera sur notre territoire et on fera vivre l'économie de notre pays. Mais nous sommes toujours en vacances dans notre territoire parce que la Nièvre est belle et il y a beaucoup de choses à faire dans notre territoire. Donc même si vous n'avez pas les moyens de partir ou n'avez pas l'envie de partir ailleurs dans le territoire, si le lac des Sétons est rouvert, c'est la plage comme la mer. La Nièvre pour un jour ou la Nièvre pour toujours. C'est beau, Christophe. C'est le slogan qui passe à la télé en ce moment. Merci beaucoup. Très belle pub d'ailleurs. Très belle pub qui montre à quel point nos territoires sont beaux. Merci beaucoup, Madame la députée d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Il est bientôt 10h. Vendredi, notre invité sera Denis Thuriot, président de Nevers Agglomération et maire de Nevers. On fera un bilan avec lui également. Dans un instant, Olivier, je crois que c'est notre ami Bernie qui nous rejoint. Ah oui, c'est une très bonne question. Bah oui, je pense. Il doit arriver d'ailleurs dans quelques instants. Merci Pierre. On vous souhaite à demain. Très très bon jeudi de l'Ascension également. Non, pas à demain. Nous on se retrouvera vendredi matin justement. Bonne journée à vous tous. Au revoir.